ma tâche ici, dans le temps imparti, effectivement, je peux disposer, Joël, de 25 minutes, c'est ça, tu m'as dit? Ou 20 minutes, on verra, le plus court possible. En tout cas, est de porter un regard du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé par rapport aux questions de droit sur cette maladie que maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Alors, si vous voulez bien, j'insisterai sur 3 points qui ne sont peut-être pas classiques, et ensuite sur un 4e point en demandant aux juristes, aux spécialistes ici présents, et je vous demanderai de me pardonner si je fais des fautes après ce que vient de dire Joël Ménard en ce qui concerne notamment la signification des mots. Et pour éviter toute babellisation, je vais souscrire, voyez, par anticipation à ce qu'il vient de recommander, c'est-à-dire avoir un discours qui soit aussi clair que possible et pour tout le monde. Je ne dis pas que vous ne soyez pas intelligent, vous n'êtes pas une assemblée d'un batté, mais comme il vient de le dire très justement Joël Ménard, si on utilise son vocabulaire privilégié, on est effectivement parfaitement incompréhensible et à tout le moins elliptique en ce qui concerne la communication qu'on va établir avec son voisin. Bref. En ce qui concerne cette maladie d'Alzheimer, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous rappeler bien sûr tout le droit qui est attenant, mais simplement rappeler ce qui nous concerne et ce qui nous a concerné au Comité consultatif national d'éthique, c'est-à-dire 3 lois que vous connaissez parfaitement, celle de juin 1999 qui vise à garantir le droit et à l'accès aux soins palliatifs des malades qui sont notamment atteints de maladie d'Alzheimer, mais aussi, et je retiendrai un point notamment dans cette loi, le droit de refuser aussi les soins dans cet accès aux soins. En ce qui concerne la loi du 4 mars 2002, qui est dite loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, elle comporte notamment, et j'y reviendrai, en tout cas j'utiliserai ce droit existant, l'information et le statut juridique de la personne de confiance. En ce qui concerne la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, nous avons beaucoup travaillé avec Jean Leonetti sur ces sujets et sur un autre qui est l'inclusion maintenant du Comité consultatif national d'éthique dans la loi de juillet 2011 pour participer au débat public, et j'y reviendrai aussi, relative aux droits des malades et à la fin de vie, avec notamment à l'intérieur de cette loi le refus de l'obstination déraisonnable et le statut juridique des directives anticipées. Nous y reviendrons aussi. C'est pour ça que je fais appel à cette législation déjà existante. En ce qui concerne le CCNE, vous me permettrez, m'autoriserez cet acronyme. Maintenant, on saura que ça veut dire Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il y a 3 avis qui ressortent en ce qui concerne notre propos. L'un publié en juin 1998 sur le consentement éclairé et les informations des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche. En 2000, et ça a fait pas mal de bruit, ça continue à en faire, l'interdiction de l'euthanasie active, mais l'indication peut-être, après réflexion collégiale, d'une euthanasie d'exception. Peut-être qu'on reviendra aussi dans le débat sur cette notion d'euthanasie d'exception, parfois dangereuse. Et enfin, en septembre 2003, un avis sur la transposition en droit français de la directive européenne relative aux essais cliniques de médicaments. Quand on parle de consentement aux essais cliniques de médicaments, un nouveau cadre éthique pour la recherche sur l'homme. Et dans tous ces cas, en ce qui concerne notamment le comité d'éthique, mais pas uniquement, dans tous ces cas, un sujet ressortait qui était celui de l'autonomie de la personne. Je vous ai dit que j'allais insister sur 3 points et ensuite avoir des propositions très modestes, comme l'a dit Joël Ménard à l'instant, en ce qui concerne l'accès au droit et l'inscription dans le droit de ces 3 propositions. La première concerne la perte de capacité, vous allez voir par quoi ça se termine, la perte de capacité de discernement au cours de cette maladie, le déroulement logique selon les normes et de la pensée, donc la perturbation et le déficit de déroulement logique selon les normes pour nous de la pensée, et enfin de mémorisation antéro pour les faits récents et rétrograde donc pour les faits anciens au cours de cette maladie. Avec, et ça c'est tout à fait important, et tous ceux qui s'occupent de cette maladie ou des maladies apparentées, tous les soignants le savent, un comportement en rapport avec ces atteintes réflexives, et notamment dans le détournement de cette logique qui pour nous est acquise, dans le détournement de cette logique des comportements qui peuvent être des comportements extrêmement agressifs, parce que précisément ces personnes ne sont plus comprises. Alors, ce que je souhaiterais, c'est le premier point, et je dis ça effectivement très modestement et avec beaucoup d'humilité, c'est la formation à l'accompagnement de la pensée, et on y reviendra, que ce soit pour les professionnels qui accompagnent effectivement ces malades, mais pour les aidants aussi, l'accompagnement de la pensée, c'est-à-dire penser avec et non plus penser à la place de ces malades.
Je sais bien que c'est un exercice extrêmement difficile qui doit être mis constamment sur le métier en fonction de l'évolution constatée, cette fois-ci médicalement, de la maladie. Autrement dit, pour ne pas, encore une fois, être elliptique et avoir un discours qui soit un discours audible, c'est penser comme le malade au cours de l'évolution de la maladie, accompagner cette nouvelle logique qui est perturbée par rapport à celle à laquelle nous accédons constamment tous les jours entre nous en ce moment. Quelle difficulté! Et si je vous dis cela, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, pardonnez, ce moment d'émotion, ça va passer, on respire fort et ça se passe. Donc, à la fin de cette première préconisation, c'est, si possible, l'apprentissage de la nouvelle logique du malade dans ses méandres réflexifs pour exploiter le plus longtemps possible jusqu'à la petite manifestation de communication résiduelle avant l'extinction complète. C'est donc l'établissement, et on verra comment on peut l'établir, ensuite le transcrire dans le droit, de relations nouvelles entre soignants et soignés, ça a été dit, mais notamment axé sur cette proposition-là, sur les relations nouvelles entre aidants et aidés, les relations nouvelles entre professionnels et familles, on y reviendra, et les relations nouvelles entre praticiens et chercheurs, combien il me paraît tout à fait indispensable de communiquer les résultats de cette tentative d'apprentissage de la pensée en commun et de cette nouvelle logique aux chercheurs. Le deuxième point concerne le fait que ces personnes malades continuent à être des personnes, c'est des êtres métaboliques introduits dans notre société. Vous connaissez tous ici la différence entre être humain et personne humaine. On ne veut pas faire de la pédagogie de comptoir, mais en insistant sur le fait que ces personnes restent des personnes pensantes jusqu'à ce que cette pensée logique, encore une fois, faudra-t-il la définir au cours de l'évolution, s'éteigne, et aussi désirant. Et désirant notamment quand on continue à les voir, à les aider, désirant au plan professionnel, avec quelquefois des discussions sur les rappels de métier. Tu te souviens comment c'était, ce que je faisais, quelles évolutions on a données à notre profession? Au plan ludique, au plan des loisirs, des talents et des capacités artistiques aussi. Et au plan affectif, vous savez qu'on insiste beaucoup, il y a un avis qui va être émis bientôt par le Comité consultatif national d'éthique sur la réflexion concernant la sexualité des personnes handicapées. Mais nos malades Alzheimer n'ont pas tous 90 ans, et alors? Et 80 ans, et alors? Moi, Victor Hugo n'était pas Alzheimer. On a le droit, et Charlie Chaplin, on a le droit aussi d'avoir une sexualité à cet âge-là. Et les Alzheimer, les maladies, pardon, très mauvais ce que je viens de dire. Les malades, les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer continuent, pour beaucoup, plus jeunes, à avoir des désirs affectifs, sensuels, sexuels. Donc des relations nouvelles avec un enrichissement relationnel réciproque entre professionnels et malades au moins le temps de la persistance des capacités résiduelles d'intégration, au sens du modèle intégratif qu'est la personne humaine. C'est-à-dire, étant donné toutes ces données génétiques qui existent en elle, et toutes ces données épigénétiques, au-delà du génétique, qui n'est pas un mur inamovible de constats et de caractéristiques pour toute la vie, pouvoir faire évoluer tout au cours de ces capacités résiduelles les relations qu'on a avec ce malade. Et le troisième projet que je vous soumets est celui d'un projet de vie. On en a discuté tout à l'heure. Ça paraît très, très paradoxal de dire ça. Un projet de vie pour une maladie d'Alzheimer? Attendez, vous plaisantez. On commence à faire le diagnostic, et dès qu'on aura annoncé le diagnostic, une intention annoncée à la personne en même temps que l'annonce de son handicap, nous allons avoir un projet de vie? Oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Nous n'avons pas à annoncer et à construire un projet de mort, mais un projet de vie. Le diagnostic est posé avec toute la délicatesse voulue. Et ça n'est pas à moi, ce sera dit tout à l'heure, avec beaucoup de compétences. On sait comment on doit annoncer le diagnostic. Donc à la personne, en même temps que l'annonce de son handicap, un projet de vie.
Un projet de vie aussi à la famille et aux aidants. C'est un énorme problème quand on interroge, quand on se bouge un petit peu, et qu'on va dans les établissements qui accueillent ces malades. On sait que accueillir une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est l'accompagner jusqu'à ce que ça se passe pas si mal que ça, tout au long de l'existence qui va rester. Un projet de vie, vous n'y pensez pas, mais si, j'y pense. Et même, je proposerais très modestement qu'effectivement, on établisse un projet de vie auprès des malades, auprès des familles et auprès des aidants. Autrement dit, c'est, pardonnez cette phrase, si vous la trouvez trop ampoulée et prétentieuse, on pourra aménager, c'est transformer la dépendance en déficit transitionnel de compétences. C'est stimuler et se raccrocher à toute velléité de construction. C'est oublier la démémorisation. Ça fait oxymore, hein. Oublier la démémorisation. Je ne cherche pas l'effet d'annonce, pas du tout. Je le pense très sincèrement. Et préserver jusqu'à la plus petite parcelle d'autonomie aussi longtemps que c'est possible. Là, les mots prennent un petit peu un sens. Je ne dis pas que ce soit toute l'acception du sens d'autonomie. Je n'aurais pas non plus cette outrecuidance et cette prétention. Mais là, ça prend tout de même un sens. Ça veut dire quelque chose. Alors, en quoi le droit peut-il intervenir sur ces objectifs? Juste pour terminer. Dans un premier chapitre, c'est concernant le consentement de la personne malade. Finalement, le choix de la personne malade. C'est le souhait de la personne par mesure, c'est tenir compte du souhait de la personne par mesure préventive. Ça a été dit, mais peut-être en insistant un peu plus sur, la personnalisation du consentement. Ce n'est pas une mesure préventive applicable de manière référentielle à tous les patients atteints de maladie d'Alzheimer. On a bien compris, c'est en fonction de chaque patient, avec des normes, avec peut-être des conduites aussi. Voilà ce que je vous propose en termes de méthodologie, mais ensuite adapté systématiquement à chaque personne. C'est l'acceptation par la personne de l'établissement d'accueil. On apprend, d'après les chiffres, que ça n'est le cas que dans 60% des cas. L'acceptation de la personne dans l'établissement, avec toute son acception par acceptation. Ce sont des délais à définir en termes de retour d'expérience avant l'accord définitif sur un contrat qui doit être révisable par nature, puisque la maladie est évolutive. C'est le séjour éventuellement, ce sont les séjours éventuellement palliatifs, en insistant, je sais qu'on en a déjà parlé, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à en parler, mais les séjours éventuellement palliatifs, vraiment, sans se jouer de mots sur soins palliatifs, c'est-à-dire avec des allers-retours possibles entre l'établissement et le domicile et l'ouverture à des établissements, sans se jouer de mots non plus, d'établissements ouverts. Et enfin, c'est la domestication, mais vous savez, au sens personnalisation du terme pour chaque patient des EHPAD. Et enfin, et je termine, c'est le rôle des proches. Comment est-ce que ça peut être traduit en droit? En plus des dispositions qui sont portées par la loi du 5 mars 2007, permettant la protection par une personne désignée dite de confiance, en plus de ça, c'est l'existence d'un tiers qui doit s'attacher au bien-être de la personne malade, et puis aussi, et pour l'avoir vécu, l'aide professionnelle aux aidants. Les aidants qui viennent rendre visite aux malades ont besoin, très certainement, que des professionnels les aident à mieux comprendre, à mieux penser avec eux. Et on revient et on fait un cercle maintenant avec ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, et je termine, vraiment, là maintenant, des professionnels qui peut-être un peu techniquement les aident et leur disent « Oui, vous voyez comment vous allez accéder à ce nouveau mode de pensée, à cette nouvelle logique, à cette démémorisation, en exploitant, au sens le plus noble du terme, le résiduel. Comment avoir ce projet de vie avec eux ?» Et finalement, c'est, en ce qui me concerne, l'accompagnement le plus longtemps possible dans la construction entre aidants et aidés, entre aidants professionnels et familiaux ou proches, et notamment en ce qui concerne la personne de confiance, choisie très précocement par le malade, avec, pour tout ça, une information de la population, et puis, et j'y suis très attaché, mais sans en faire, pardonnez ce terme, trivial, une tarte à la crème, un débat public sur, après l'information de tout ce qui pourrait être adopté ici, un débat public, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en ce qui concerne cette information et l'acceptation par le droit de ces propositions. Je vous remercie infiniment.